Bonjour et merci à tous d'être venus pour cette présentation. Nous serons vos 3 serviteurs pour les 45 prochaines minutes et allons discuter du standard FHIR et de l'espace européen des données de santé et comment des projets et des nouveaux standards peuvent permettre d'innover dans des hôpitaux et notamment son implémentation au CHU de Toulouse. Je vais laisser mes collègues se présenter et après on pourra passer à la présentation. Bonjour, je suis Guillaume Rongier, ingénieur avant-vente chez Intersystem, spécialisé dans le FHIR et le Python. Je ne sais pas si c'est important. Mais... Luc Chatti, donc expert FHIR. Je suis le patron de l'entreprise Firestein, qui est une entreprise d'expertise et d'expérimentation sur ce standard FHIR. Je suis également consultant pour HL7 Europe, sur des projets européens. Et je participe à l'animation de la communauté Hospitals on FHIR en France et en Europe. Et je suis Paul Ortega, je suis ingénieur hospitalier en interopérabilité au CHU de Toulouse. Alors justement, le CHU de Toulouse, c'est le premier CHU de France en termes de taille et 4e si on compte les AP, etc. Et en termes de volume, c'est un peu plus d'1 200 000 séjours par an. Plus de 600 applications, 220 bases de données à peu près, donc c'est énormément de data à faire transiter entre les logiciels et c'est sur quoi je travaille et c'est ce sur quoi nous avons aussi énormément de problèmes avec l'interopérabilité actuelle puisque les flux sont faits directement entre applications et avec des traductions de référentiels, ce qui entraîne une charge de maintien énorme. Et de là est venu notre questionnement sur comment régler ce problème-là et comment régler toutes les problématiques que nous avons au niveau de l'interopérabilité. On a un besoin d'ouvrir le système d'information à l'extérieur pour permettre par exemple à de la médecine de ville ou le partage de données entre hôpitaux. Mais on a aussi un besoin de sécurisation de la donnée, puisqu'on a des données qui transitent qui ne devraient pas transiter, on a des problèmes d'accès à la donnée, donc cette sécurisation est un aspect très important, surtout avec le RGPD qui est en émergence, etc. On a également des nouveaux cas d'usage qui arrivent et qui nous demandent une donnée beaucoup plus dynamique que les flux très fixes que nous avons actuellement. On peut penser par exemple aux objets connectés qui demandent des informations en temps réel, et ça c'est quelque chose qu'on n'est pas en mesure de faire avec les flux actuels. Et enfin, on a surtout cette grosse charge de maintien en conditions opérationnelles au niveau des flux qui est entraînée par les standards actuels de données. Et c'est dans tout ça que on s'est questionné sur justement quelles réponses pouvait amener FHIR à ces problématiques-là et pour lesquelles on a voulu bien s'entourer. Paul, avant de passer au FHIR, est-ce que tu peux nous rappeler combien vous avez de flux et quelle est la charge de maintien à peu près pour avoir un ordre d'idée Alors actuellement, j'ai pas le chiffre exact, mais on a entre 5 et 700 flux. Et cette charge-là, elle nous demande globalement 3 personnes quasi à temps complet sur justement ces transmissions de données inter-applications. Ok, donc 3 personnes et 500 flux à maintenir au quotidien. Et le FHIR, est-ce qu'il pourrait répondre à alléger cette charge de travail, à réduire ce nombre de flux? Je vais prendre celle-là. FHIR, déjà ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un nouveau standard à proprement parler. Ça fait plus de 15 ans que ça existe. Voilà. Et c'est un changement de paradigme pour les établissements. C'est-à-dire que jusqu'à présent, l'interopérabilité actuelle était en mode push, c'est-à-dire qu'on poussait la donnée vers les logiciels. C'est comme ça qu'on se retrouve avec toutes les startups qui ont une copie de la base patient chez elles. C'est génial d'un point de vue cybersécurité et d'un point de vue Green IT. Par contre, FHIR, à l'inverse, on est en mode pool, c'est-à-dire que ce sont désormais des solutions qui viennent chercher l'information. Alors par contre, ça n'est pas magique. C'est-à-dire que ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'entre le HL7V2 et le HL7 FHIR, on a 30 ans d'écart. Voilà. On a un step technologique assez immense et il faut effectivement réussir à continuer de faire fonctionner l'existant tout en mettant en place ces nouvelles architectures FHIR qui vont permettre aux startups non plus de venir réclamer de la donnée, mais de venir la chercher, ce qui va permettre de sécuriser et de s'assurer que les gens n'ont accès que à ce à quoi ils ont besoin.
Donc, c'est dans ce cadre-là que nous, on avait été sollicité par le CHU de Toulouse il y a maintenant quasiment 3 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et on a fait un travail de co-construction ensemble pour concevoir une architecture qui permettait de conserver l'existant et d'amener des nouvelles capacités d'interopérabilité. On a appris des expériences aux États-Unis où les projets de migration, de migrer un SI entier vers le standard Fire se sont tous quasiment soldés par des échecs. Voilà. Et donc, le CHU, depuis maintenant 3 ans, travaille à mettre à disposition les données de façon sécurisée afin de limiter le nombre de connecteurs. Juste pour ma culture, là, nous avons pas mal de personnes dans l'audience. Qui connaît l'HS7V2, s'il vous plaît? Ça vous dit quelque chose? Ah, pas tant que ça, d'accord. Et le Fire? Ah, plus. Et qui en a déjà utilisé en pratique? Ok, un peu moins. Merci. Je vais peut-être justement, moi aussi j'ai une question. Tu as parlé d'architecture justement et de du coup c'est migration de données et de comment ça transite, mais justement pour ça on a besoin d'un serveur et donc possiblement d'un éditeur qui va justement venir gérer tout ça. Et du coup c'est surtout une question pour Guillaume. Qu'est-ce qui selon toi fait que explique notre choix de justement partir avec vous? Déjà, on a été benchmarké. Donc pour rappel, on est en transition au CHU de Toulouse. On essaye d'intégrer et on intègre le Fire pour différentes cas d'usage. On va en parler un petit peu plus tard. Et donc, on a été benchmarké par Firestand, qui a benchmarké 2 solutions, si je me rappelle bien. Oui. Happy et la nôtre, et peut-être une 3e. En plus même. Oui. Plus Plus, ouais. On a que 2 éditeurs et API. à 2 éditeurs. Sans compter nous, donc 3 éditeurs. Avec vous. Le 3e n'a pas donné suite. Donc au niveau de la conformance, pour être sûr que nous respections tous les standards par rapport au Fire, on a été choisi là-dessus. Ensuite, on a été choisi sur des critères conformance, performance. Donc être sûr qu'on est capable de délivrer une performance suffisante. Ce qu'on s'est rendu compte avec le Fire, dès qu'on l'utilise, c'est certaines briques open source ont une montée en charge exponentielle. C'est-à-dire, plus on met de données, plus ça va mettre de temps à répondre. Et au début, tout va bien, et au bout d'un moment, on prend un mur. Intersystème, nous, on a une montée en charge linéaire. Ce qui fait qu'on sait, et on sait prédire quelle va être la charge et comment l'adapter. Il n'y aura jamais de mur. C'est plutôt une bonne nouvelle là-dessus. On a été choisi aussi pour ça. Et à l'époque, c'était assez novateur, c'était sur le support du R5. Donc le Fire vient en différentes versions, tous les 2 ans à peu près, et on supportait le R5. Un des derniers critères de choix, et j'aime beaucoup le CHU de Toulouse pour ça, pour cette prise de risque, c'est qu'ils sont montés sur une architecture plutôt moderne qu'on appelle Kubernetes. Donc en fin de compte, au lieu de faire du cloud public, le CHU de Toulouse a choisi de choisir des architectures cloud, mais en interne. Et donc, on se déploie à travers Kubernetes au CHU de Toulouse. Et on vous a accompagné notamment là-dessus, puisque vous découvriez 2 choses à la fois, Kubernetes et le Fire. Je pense que pour ces 3 raisons, respect du standard, performance, Kubernetes, accompagnement, ça fait partie de vos choix. Ouais, exactement. Et donc là, on parle beaucoup de technique. Mais concrètement, la plateforme, elle est utilisée pour quoi au CHU de Toulouse? Alors actuellement, on a beaucoup de chantiers en cours sur l'alimentation de la plateforme et justement pour permettre ces cas d'usage-là. Et on s'est basé sur un principe par référentiel avec justement des domaines de données. On peut penser notamment par exemple à l'identité des patients et au partage de l'identité. Et l'enjeu principal de ce référentiel, ça va être de réduire les volumes de données en transit. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'on envoie souvent tous nos patients aux autres structures qui en ont besoin, alors qu'en fait, ils en ont réellement besoin que de 10 à 20%. Et donc l'objectif, ça va être justement de réduire ce volume de données, tant au niveau du volume de flux transitant qu'au niveau de la fréquence de ces volumes de flux.
Ensuite, on va avoir des référentiels qui vont être surtout socles et qui vont nous permettre d'implémenter des nouvelles applications beaucoup plus facilement. Comme par exemple le référentiel structure ou le référentiel agent, qui nous pose beaucoup de problèmes pour l'implémentation de nouvelles applications, puisque c'est des formats qui sont historiques et qui, par exemple, notre fichier structure fait plus d'1 million de lignes, avec du coup à chaque fois des développements spécifiques pour l'intégrer. Et donc l'objectif avec cette standardisation de la donnée qui est apportée par Fire, c'est justement de permettre de faciliter ces intégrations-là. Et après, on peut penser à des référentiels qui, du coup, seront plus au niveau de la mise en pratique et au niveau directement du soin, comme par exemple le séjour. Le fait de pouvoir partager le séjour, ça nous ouvre justement au niveau du partage avec la médecine de ville. Ça nous permet d'avoir justement une ligne de vie. On peut penser aux jumeaux numériques qui sont pas mal en train d'être développés en ce moment. Ou alors, par exemple, à la pharmacie. Le fait de représenter un médicament de façon virtuelle via une ressource propre, ça nous permet d'ouvrir beaucoup de cas d'usage. Ça nous permet de mettre en place la CIO ou, par exemple, on n'y est pas encore, mais le référentiel unique d'interopérabilité du médicament qui est proposé par l'ANS, ou même d'utiliser le serveur multiterminologie qui est proposé par l'ANS. Et ça, c'est des cas d'usage qui ne sont pas possibles avec notre gestion des flux actuels, puisque justement, on a un historique et un monolithe qui est beaucoup trop important. Alors, il me semble aussi qu'il y a un autre cas d'usage dont tu ne parles pas, qui a fait un peu de bruit à l'époque, en tout cas dans la communauté Fire. Je crois, Guillaume, que tu as pas mal bossé dessus. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus dessus? Est-ce que tu sous-entends la sécurité? Je sous-entends exactement la sécurité. Ok. Donc, pour rappel, la HA7V2, puisque peu de personnes sont au courant dans l'audience de ce que c'est la HA7V2. Aujourd'hui, c'est des flux d'informations qui ne sont pas en HTTP, qui sont vraiment sur la couche TCP et qui sont poussés. Donc, pour partager l'information, typiquement à l'extérieur, par exemple, une prise de rendez-vous, on pousse des flux qui ne sont pas en HTTP, qui des fois ne sont même pas sécurisés avec du S, donc chiffré, et ils sont poussés vers l'extérieur. Donc, et on pousse de l'information qui des fois est inutile. Donc ça, c'est un layer de sécurité qui est assez important. C'est quand on passe au Fire, c'est aux personnes de venir consommer. L'avantage de venir consommer, c'est qu'on peut identifier qui consomme. Alors qu'à la base, on pousse, on dit « je te fais confiance, je te pousse quasiment tout et n'importe quoi. Maintenant, avec le Fire, tu viens consommer. » Avant de rentrer dans les détails de cette slide, il va me falloir au moins 50% de l'audience technique. Est-ce que vous êtes plutôt technique et ça vous parle firewall, O2, authentification? Oui? Je vois pas mal de têtes secouées. Ok. Bon. Faire un petit approfondissement sur cette slide. Pourquoi? Donc, ce qui passe, c'est qu'on a déjà ouvert le réseau pour que les personnes puissent venir se connecter et consommer la donnée Fire. Donc ça, c'est en haut, c'est numéro 1. Si je suis un peu vulgaire, ça casse pas 3 pattes à un canard. La deuxième chose, c'est commencer d'authentifier et de vérifier qui va venir consommer cette donnée. Et donc là, on rentre sur les jeux de tokens via O2, qui est un standard universel. Dès que vous vous connectez sur Google, Facebook, etc., c'est des tokens de type O2 qui sont échangés. Ensuite, on va réduire un petit peu le scope. Donc, on sait qui vient, qui peut consommer la donnée, et dans ce token, on va dire, tu peux consommer le patient en lecture seule. C'est déjà bien. Ça veut dire qu'il ne va pas pouvoir consommer d'autres ressources que des ressources patients. Cette partie-là, ce niveau 3, est supportée nativement par le Fire. Ce nom, c'est Smart on Fire. Vous avez déjà dû en entendre parler. En fait, c'est la couche sécurité du Fire. Le CHU de Toulouse s'est pas arrêté là. Ils nous ont dit, mais avec ça, ça ne suffit pas. Parce que si quelqu'un peut venir lire les patients, il peut venir lire tous les patients. Et donc, comme on va autoriser des applications spécialisées dans l'oncologie ou le diabète, etc., on veut que la personne qui vienne consommer la démographie patient, par exemple, ait accès à un subset du patient. On a dit, pourquoi pas? On va le développer. Et là, Luc est arrivé et a dit, attention, tu vas le développer, mais pas n'importe comment. Tu vas le développer selon les principes du standard Fire. Donc, on a utilisé une ressource Fire qui nous permet de catégoriser les patients et de dire tel patient fait partie de telle cohorte qui est attaché au token.
Dans le token, on dit « tu as accès uniquement à cette cohorte ». Le CHU de Toulouse ne s'est pas arrêté que là, c'est dit « moi, je veux bien partager des cohortes de patients avec le monde extérieur, mais je veux pas forcément qu'ils aient accès à toute la donnée du patient ». Et c'est là où on arrive à la 5e habilitation, c'est en plus de faire une cohorte, selon la personne qui consomme, ne verra pas l'intégralité de l'information du patient. Typiquement, dans certains cas, on ne dévoile pas, on donne uniquement le nom, le prénom, l'âge, mais pas son adresse. Et c'est ici. Ces 2 derniers niveaux, ce sont par des ressources FHIR, et j'aimerais bien que Paul, tu nous en parles un peu, puisque on a développé dessus, et je crois que maintenant tu es dans les working group FHIR pour faire évoluer cette ressource. C'est ça, merci Guillaume. Effectivement, pour ça on a utilisé une ressource qui s'appelle Permission, et qui est une ressource qui est nouvelle, qui est apparue uniquement dans la release 5 de FHIR. Et donc c'est tout un développement spécifique qu'on a fait à l'intérieur de la plateforme Iris, et qui permet en fait, grâce à cette ressource, de représenter les droits qui sont autorisés pour tel ou tel utilisateur, que ce soit en termes de cohorte de patients ou justement de données à l'intérieur. Et en fait, comme cette ressource est très nouvelle, nos travaux ont beaucoup intéressé justement HL5 International, et ce cas d'usage a été implémenté dans leur guide d'implémentation qui va sortir au moment de la sortie de la R6 comme cas d'usage justement officiel pour la ressource Permission. Et nous avons également demandé quelques évolutions pour cette ressource, puisque comme elle est nouvelle, elle n'est pas forcément encore parfaite. Et donc, on a demandé par exemple un changement d'utilisation de la limite ou des nouveaux paramètres de recherche. Et tout ça, c'est des travaux que nous menons avec eux de façon hebdomadaire. Merci. Donc maintenant, on a un serveur FHIR sécurisé. Quels sont les prochains cas d'usage ? Alors, on a déjà commencé à faire des expérimentations autour de cette technologie, en particulier avec les urgences, puisqu'effectivement, il y avait un souci au niveau du service des urgences du CHU de Toulouse. Ils avaient une problématique simple, c'était qu'ils n'avaient aucun moyen, avec leur logiciel, de savoir lesquelles de leurs équipes étaient occupées ou pas. Ils devaient aller individuellement sur chaque équipe, et regarder si jamais, avec une série de temps, en fonction du statut, savoir s'il y avait un temps dans la colonne arrivé ou pas, pour savoir si l'équipe était disponible. Et ça, pour chacune des équipes, pour savoir combien ils en avaient disponible. Donc, la façon dont nous avons abordé ce cas d'usage, ça a été de dire, vous avez des flux qui transitent avec l'information dès qu'il y a une nouvelle demande d'intervention. Et vous avez les différentes étapes. Donc on va prendre cette information-là et on va convertir le flux vers du FHIR pour le mettre dans votre plateforme. Et une fois que l'information est présente, c'est relativement simple de créer une nouvelle application qui va venir consommer la donnée avec une simple recherche basée et afficher les statuts des différentes équipes. On a même été capable d'aller plus loin puisqu'on a fait intervenir du standard HL7 CQL. Je ne sais pas combien on a entendu parler dans la salle. HL7 CQL. Ouais, ok. C'est un standard qui arrive après le FHIR, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a structuré la donnée, le HL7 CQL permet de l'exploiter. Donc les usages principaux, c'est soit l'aide à la décision. Typiquement, on va faire des règles d'aide à la décision. Si jamais le patient a telle pathologie et que ses analyses de sang ont telle valeur, alors je lève une alerte, par exemple. Mais on peut également l'utiliser pour la stratification et faire des stats. Donc ça permet, les données sont standardisées, je standardise mes indicateurs et je peux les partager. Donc là, en l'occurrence, on a créé des indicateurs très simples, mais qui consistaient à faire un camembert pour avoir une idée de nombre d'équipes disponibles, nombre d'équipes indisponibles. Voilà. Est-ce que tu peux nous rappeler la définition de CQL ? Alors, CQL, c'est Clinical Quality Language. Ça n'est absolument pas le SQL, qui est Search Query Language, et qui est plus pour la partie base de données. C'est un standard HL7 qui vise vraiment, comme je disais, à décrire ces artefacts de connaissances et à les standardiser. Donc voilà, ça c'est typiquement un cas d'usage d'innovation qui aurait été, je pense, très compliqué à mettre en place avec l'ancienne interopérabilité et qu'on a pu mettre en place, en tout cas d'un point de vue de développement, très rapidement.
Merci Luc. Et justement, là, pour l'instant, on est resté très à l'intérieur du CHU. C'est super, on parle que du CHU, moi j'adore. Mais je pense que l'Endurance aussi pourrait avoir envie de savoir ce qui se passe autour du CHU et dans d'autres endroits. Et je crois qu'Intersystem mène justement beaucoup de travaux autour de Fire hors du CHU. Donc est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus, Guillaume? Oui, vous n'êtes pas nos seuls clients. Et oui, j'aimerais prendre 2-3 exemples. Notamment l'exemple des EDS. On est un peu chez Intersystem disruptif sur cette idée. Ça vous parle les EDS? Ouais, tout le monde. Ouais. En fait, nous, on essaye et on a une vision. On se dit que les entrepôts de données de santé, ça serait bien qu'ils soient standardisés et standardisés notamment en Fire. Pourquoi en Fire? Parce qu'en fait, le Fire est un ensemble de données, de ressources. Ces ressources, il y en a 150 à peu près, et ça couvre à peu près toute la vie du patient. Et si on parle de DS, souvent on entend OMOP. Et l'OMOP est un subset du Fire. Donc si on crée des entrepôts Fire, il est plus simple d'aller du Fire vers l'OMOP que de l'OMOP vers le Fire. Puisqu'en fait, l'OMOP ne contient pas toutes les données requises pour le Fire, alors que le Fire contient toutes les données requises pour le OMOP. Donc, on pousse la notion d'EDS sous le format Fire. C'est ce qu'on est en train de faire notamment à l'IPC de Marseille, l'Institut Paul-Calmette de Marseille. On est en train de construire justement cet EDS Fire. Quand on arrive à construire un EDS Fire et qu'on commence à avoir des données Fire, il y a un gros frein, c'est comment exploiter cette donnée. Et tu en as parlé notamment à travers les langage de requêtage. En fin de compte, souvent, pour faire de la donnée en Fire, on n'a que les API Fire. Et c'est très dur. Lorsqu'on fait un EDS, on aimerait construire des cohortes, se dire combien j'ai de patients diabétiques sous la tranche d'âge de 20 ans pour pouvoir les cibler et en faire un traitement. Ça peut être un cas d'usage très concret d'un EDS. C'est très difficile d'effectuer cette requête en Fire. Et donc, on a un outil qui est unique sur le marché, qui est la transformation d'un entrepôt Fire en données relationnelles, en SQL. Et cette requête en SQL, elle est très simple. En plus, lorsqu'on transforme en SQL, je ne devrais même pas dire transformer, je devrais dire transposer, parce qu'on ne déplace pas la donnée. Si vous avez un entrepôt Fire qui fait 20 terrains de données, c'est pas concevable de transposer dans une base relationnelle rapidement. Donc du coup, on fait des transpositions tout en gardant la performance. Ça, c'est des cas d'usage qui sont très intéressants. Je crois que vous êtes intéressé plus tard à utiliser cette technologie. On en a d'autres. On a Pozos qui est passé sur notre serveur Fire. On a d'autres, plein d'autres cas qui se basent là-dessus. Mais je voulais vraiment faire le focus sur le SQL on Fire, parce que ça me tient à cœur et je pense que c'est un frein à l'adoption du Fire de ne pas avoir cet accès relationnel. Et le fait de le rendre possible change complètement le jeu, de mon point de vue. Il me semble que vous avez un cas en Belgique aussi, d'usage du SQL on Fire pour entraîner de l'IA. Oui, en plus c'est toi qui es dessus, c'est Charleroi là, c'est ça? Ouais. Oui, on en a d'autres en Europe et en Belgique. Je vous invite à faire un tour sur notre stand si vous êtes intéressé. Je serais ravi de même vous faire une démo de ce produit. Mais donc, ça, ce sont les projets Intersystem, mais côté CHU, c'est quoi la suite? Alors, notre objectif, justement, une fois avoir mis en place tous ces référentiels dont on a parlé, toute cette sécurisation de la donnée, etc., c'est justement de permettre de faciliter l'intégration d'applications au sein du CHU. Donc ça va être vrai pour l'intégration d'applications qu'on veut mettre en production, mais ça pourrait aussi être vrai pour faire des tests d'intégration d'applications, donc vraiment la création d'une sorte de laboratoire sur lequel des applications pourraient venir s'interfacer avec le CHU pour tester leur gestion de la donnée. Est-ce qu'ils sont capables de s'interfacer avec nous? Est-ce qu'ils sont capables de gérer la charge de données que représente un CHU? Est-ce qu'ils sont capables ne serait-ce que faire des transferts de données en Fire? Tout ça, en fait, ce sera possible parce qu'avec une donnée donc catégorisée en ressources, accessible via API et sécurisée, on peut se permettre de justement offrir ce catalogue de données sur lequel des applications pourraient venir tester leur solution directement. Mais comme je disais tout à l'heure, Fire, c'est pas non plus nouveau. Donc je suppose que côté Intersystem,
vous avez aussi des nouveautés au niveau technologique qui vont arriver? Oui, je ne sais pas si c'est l'endroit pour faire uniquement la pub d'Intersystem et de toutes nos technologies, mais j'aimerais faire un dernier focus sur ce qu'on a fait, notamment en Mayenne. C'est l'IPS, c'est l'International Patient Summary. En fait, c'est un bundle Fire qui résume, qui est le dossier patient qui est transportable. Avec un QR code, vous pouvez avoir un QR code. N'importe quel hôpital scanne ce QR code et télécharge votre bundle Fire, c'est-à-dire tout votre dossier patient de manière interopérable. Et je crois que ce nom IPS, c'est le nom international. Et je crois qu'aussi, il y a la version européenne. Effectivement. Alors, qui est au courant de l'espace européen des données de santé? Levez la main. Qui sait qu'il va falloir l'implémenter pour 2029? Alors, l'espace européen des données de santé, c'est quoi? C'est une réglementation européenne qui vient d'être votée et qui indique que d'ici 2029, les logiciels qui produisent ou exploitent de la donnée vont devoir le faire de façon structurée en utilisant le standard FHIR et en respectant des normes européennes. Le but, c'est quoi? C'est d'ouvrir les systèmes d'information hospitaliers, de permettre aux éditeurs d'avoir un marché un peu plus européen, même s'il y aura sûrement des contraintes nationales, et de s'assurer qu'effectivement le dossier médical du patient puisse le suivre où qu'il aille en Europe. Alors, ce sont des travaux qui sont en construction, et nous, on a eu la chance de pouvoir participer aux expérimentations sur l'espace européen des données de santé. Comme je disais, j'ai une autre casquette où je travaille pour H7 Europe, donc j'ai participé notamment à ces projets européens-là. Et nous avons fait une expérimentation entre l'hôpital de Chalon-sur-Saône et la Mayenne sur un transfert de dossier médical à ce format-là entre les deux établissements. Donc l'intérêt, c'est quoi? C'est que derrière ces données-là, on va pouvoir les exploiter pour faire de la décision et pour pouvoir améliorer la qualité des soins du patient. Alors, la problématique, c'est quoi? C'est les compétences qui vont permettre d'implémenter cet espace européen des données de santé. Les compétences sur FHIR sont quand même plutôt limitées en France et on a effectivement très peu de cas d'usage en production. Donc, il y a deux choses qui visent à faciliter l'adoption de cet espace européen des données de santé. Tout d'abord, lors du projet européen ExpandiH, qui a créé le standard de l'EHDS, il y a une initiative d'H7 Europe qui a été la communauté Hospitals on Fire. Cette communauté vise à créer une communauté d'établissements de santé pour pouvoir partager les expériences, les expérimentations et travailler ensemble à accélérer cette implémentation du FHIR et de l'EHDS. Ensuite, il y a un projet européen qui s'appelle XIA, qui vient d'être lancé en janvier de cette année, dont nous avons la chance de faire partie en tant que membre du consortium, qui vise à créer des formations pour les développeurs, mais également pour les soignants, sur cet espace européen des données de santé, sur ce que ça implique, puisque FHIR est un standard technique, mais en revanche, ses usages sont médicaux et ils sont là pour améliorer la vie des soignants et des patients. Et donc, moi, je suis plutôt très excité à l'idée de se dire que en 2030, si on respecte le calendrier de l'espace européen des données de santé, nous allons avoir des startups qui vont pouvoir se connecter à l'établissement dans un format standardisé et que cela va ouvrir énormément de nouveaux cas d'usage innovants, médicaux, qui vont améliorer la vie des patients et des soignants. Voilà. Donc, l'Europe est très dynamique. N'hésitez pas, s'il y a des établissements, à rejoindre la communauté Hospitals on Fire. Et puis, voilà. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions. Oui. Vous pouvez prendre le micro. Merci beaucoup. En fait, je me posais la question au CHU par rapport à la plateforme. Est-ce qu'aujourd'hui, ça remplace l'EAI
ou rien à voir? Est-ce que c'est en cours? Voilà, c'est plus ça. Alors, ça va pas réellement remplacer, mais le but c'est de réduire la charge qu'il y a sur le AI et de en fait se partager selon les cas d'usage. On va jamais remplacer complètement le AI puisque en fait le AI est nécessaire pour certains flux. Comme expliquait Luc, il y a des flux qui sont en mode pool, donc on va récupérer les données, donc ça c'est avec le mode Fire, et le AI est en mode push. Et il y a des cas d'usage qui nous demandent de rester en mode push ou d'envoyer des gros volumes de données. L'objectif de Fire, c'est de venir réduire justement la charge de cette AI à uniquement ces cas d'usage-là. Et en fait, tous ceux qui donc demandent de la donnée en temps réel ou des partages de données de manière unitaire, justement, puissent passer sur Fire. Donc on a cet aspect-là. Et ensuite, il y a la partie standardisation qui, pour le coup, va venir modifier nos flux actuels sur le AI dans l'objectif justement de standardiser ces données-là. On peut un peu voir la différence justement Fire façade et une plateforme Fire. Là où nous, on est parti sur une plateforme Fire où la donnée est hébergée en Fire et du coup transite dans son format de base. Mais au niveau de l'EAI, on peut imaginer aussi des façades Fire. Donc ça va être une donnée qui est stockée par exemple chez un éditeur ou dans une base de données et qui en fait au moment de son transfert dans l'EAI va être transformée au standard Fire uniquement pour la partie standardisation de la donnée. Mais on rentre pas dans tout ce qui est API, etc. C'est uniquement pour venir bien ranger notre donnée et qu'elle soit compréhensible et commune. Et si je peux compléter, quand on a conçu la plateforme avec le CHU de Toulouse, on était vraiment dans une optique de se dire, si ça marche, on n'y touche pas. Donc on va pas s'amuser à dépenser des sous pour remplacer quelque chose qui fonctionne, mais l'idée c'était vraiment de permettre une infrastructure évolutive qui permette de nouveaux cas d'usage tout en conservant l'existant. Et peut-être qu'effectivement, avec le temps, cette ancienne façon de faire disparaîtra, mais ce sera au fur et à mesure que les logiciels évolueront et que les besoins disparaîtront. Voilà, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'avait conçu à l'époque avec le CHU. Exactement. Merci. Ça répond à votre question? Super, merci. Vous avez d'autres questions? Sur le Fire, l'HS7V2, le Python. Oui? Ouais. Je repose du coup. En fait, ce qui est en train de se passer, il y a une grosse évolution que vous expliquez très bien et merci de cette explication. En fait, je me demandais l'évolution des compétences internes au sein du CHU, au niveau des systèmes d'information, et plus peut-être ailleurs d'ailleurs, parce qu'il faut aussi les équipes métiers qui travaillent, mais en particulier à la DSI, je sais pas si ça s'appelle la DSI chez vous, la direction du numérique. Voilà, comment évoluent les compétences et quels sont vos besoins, que ce soit côté prestataire, que ce soit au niveau CHU en fait. C'est une très bonne question. Et c'est pour moi un des plus gros freins qu'on rencontre actuellement avec la mise en place de Fire, c'est que beaucoup, que ce soit niveau éditeur ou niveau hôpital, sont frileux à s'y mettre parce que justement il y a ce manque de compétences vis-à-vis du standard Fire. Nous, on y a répondu de plusieurs façons. La principale étant justement via cet accompagnement, et c'est pour ça qu'on est ici en collaboration entre le CHU, Firestein et Intersystem. Puisque nous, au début, pareil, nous étions très néophytes vis-à-vis de Fire et avons été accompagnés par Firestein pour ce qui est de l'architecture de la plateforme, parce que c'est une architecture qui est quand même très différente que via le AI, mais aussi ils nous ont formés sur le standard Fire et la réalisation des guides d'implémentation Fire, qui est dans un système très spécifique avec un format sushi, des guides d'implémentation au format web. Et donc sur tout ça, on a été formés et accompagnés par Firestein. Et ensuite, au niveau de la mise en place justement du serveur, des développements, de la sécurité et tout, on a été extrêmement accompagné par Intersystem justement et par Guillaume ici présent, et je le remercie parce qu'il m'a sauvé la mise plusieurs fois, justement au niveau du développement, au niveau de la mise en place de ces flux, etc. Donc la première réponse, c'est l'accompagnement et le fait de ne pas faire ça dans son coin. La deuxième réponse, ça va être la communauté. C'est une communauté qui est en train de se construire en France et en Europe justement. On voit Hospitals on Fire. Il y a des groupes de travail qui sont organisés au niveau français comme au niveau européen sur les différents sujets, les différents référentiels. Et l'objectif, c'est justement de partager nos travaux et de pas démultiplier à la tâche.
C'est-à-dire que nous, tous les travaux qu'on a fait au CHU, la sécurisation de la donnée, les référentiels, que ce soit identité, séjour, etc., si vous voulez, on vous les donne. On n'a pas de copyright sur le format de données. Au contraire, l'objectif de l'interopérabilité, c'est justement qu'on fasse tous la même chose. Donc il faut qu'on arrive à tous travailler d'accord en se répartissant les tâches et justement en partageant les travaux qu'on a fait pour éviter d'avoir à tous se former sur tous les domaines. Et enfin, mine de rien, c'est assez révélateur au sein du CHU que la plupart des équipes ont une moyenne d'âge de 45 ans, 50 ans. Notre équipe, on doit être autour de 25-30 ans. Parce qu'en fait, on a beaucoup de jeunes qui sont notamment formés à la même école d'où je viens, qui est l'école ISIS à Castres, et qui justement ont cette appétence-là pour des nouveaux standards, qui y sont formés sur Fire. J'y étais même hier pour faire une formation sur justement Fire, les guides d'implémentation et les profils nationaux et européens. Et donc en fait, il faut, mine de rien, des nouvelles personnes, ou en tout cas des personnes qui ont envie d'apprendre. Il y a aussi des personnes, je dis pas qu'à 45 ans, vous êtes foutus, vous pourrez jamais faire de Fire, hein, bien au contraire. Je ne pense pas qu'il soit là, mais par exemple, je prends l'exemple de Frédéric Laurent à Rennes, qui pour le coup est très très important là-bas et mène de gros travaux, notamment sur l'aspect structure. Et donc en fait, c'est un peu tout ça. Il faut une communauté, de l'accompagnement et surtout des personnes qu'il faudra former dès le début. Oui, la formation, je pense que c'est la clé. Comme pour tout, l'éducation. L'éducation, c'est la clé fondamentale. Et la communauté. Et la communauté et le partage, parce que c'est de l'argent public. C'est de l'investissement, c'est de l'argent public. Et je ne pense pas que ce soit utile que cet argent public soit réutilisé 4, 5, 6, 10 fois pour la même chose. Par exemple, le CHU de Toulouse a repris le FR Core, qui est le profil national français, et il l'a implémenté pour le R5. Parce que le FR Core, le profil français, n'est que pour la version 4 du Fire. Ils l'ont fait pour la version 5. Je pense que c'est pas utile que d'autres refassent la même chose. C'est de l'argent public qui a été dépensé, capitalisons dessus. Mettons en commun. C'est le principe de l'argent public. C'est un éditeur qui dit ça. Dernière chose sur le Fire, je vais vous donner la parole pour le micro. Si vous êtes curieux, demain soir, il y a le Fire Meetup France. Donc le Fire Meetup France, c'est justement une bonne porte d'entrée pour découvrir le Fire, savoir ce qui se fait et comment s'organiser et rentrer dans la communauté de partage et d'échange du Fire. Oui. Oui, une petite question sur les cas d'usage au CHU de Toulouse, justement sur cette plateforme. Je comprends bien qu'elle est en construction, etc. Au niveau est-ce que vous avez déjà un cas d'usage opérationnel? Est-ce que c'est plutôt orienté pour la recherche? Pouvoir déterminer les cohortes. Est-ce que cette plateforme va être mise à disposition? Donc monsieur parlait des startups, donc j'imagine derrière de l'IA pour pouvoir proposer des applications justement dont on n'a pas encore l'idée, ou de la BI. Enfin, derrière, c'est quoi votre plan d'usage pour cette plateforme? Alors, actuellement, je vais partir dans l'ordre inverse. Je vais commencer par la fin de la question et revenir petit à petit. Au niveau de l'IA et de la partie recherche, on a justement un entrepôt de données de santé en fait qui est développé à l'intérieur du CHU et qui va servir justement à cette partie recherche, alimentation d'IA, etc. Et qui pour le coup va utiliser justement le standard Fire pour ses échanges, mais qui est différent de notre plateforme Fire. On va avoir une sorte de tri-plateforme entre une plateforme de BI, un EDS et cette plateforme Fire qui chacun vont se répartir ces charges-là. Donc nous, la plateforme Fire, elle va surtout être au niveau opérationnel et partage de données pour les patients et le fonctionnement interne du CHU ou son lien avec la médecine de ville. Pour ce qui est des cas d'usage concrets, on a justement cette partie SAMU dont a parlé Luc sur la modélisation des équipes SAMU et leur disponibilité. Puisque, petite anecdote, actuellement, pour savoir si les équipes sont présentes ou pas, ils doivent regarder les caméras du parking et regarder si les voitures, enfin si les ambulances sont présentes ou pas sur le parking. Donc on part de très loin. Et donc par exemple, ça peut être des POC comme ça. Notamment notre premier cas d'usage concret au niveau par exemple de l'identité patient et avec Bot Design, qui est une appli qui fait des formulaires pour les patients en pré-anesthésie. Et en fait justement qui souhaitait récupérer les identités de ces patients-là au moment où ils ont des rendez-vous
pour pré-remplir ces formulaires-là avec toutes les informations de base pour éviter justement une ressaisie de la part du patient. Et donc là, justement, l'avantage avec Fire, c'est que plutôt que de leur pousser 1 million de patients toutes les semaines pour être sûr qu'ils soient à jour, il suffit qu'une fois qu'ils ont l'IPP du patient qui a son rendez-vous en pré-anesthésie, ils fassent une requête pour cibler uniquement ce patient-là et récupérer uniquement les informations qui leur sont nécessaires. Et d'ailleurs, le CHU de Toulouse n'est pas le seul endroit où il y a cette plateforme, puisque la plateforme, c'est une architecture un peu standardisée. Et il se trouve qu'ils ont le défaut, c'est d'avoir fait un EDS sur HomeOp. Bon, ok. Et on a travaillé avec Intersystem à l'IPC, donc à Marseille, pour créer des EDS Fire. Et Firestein avait été sollicité en Belgique par un établissement. Alors il faut savoir que là-bas, ils avaient de l'argent public pour implémenter du Fire, et donc ils avaient des projets autour de ça. Et on a du coup en production en Belgique une plateforme qui fait toute la chaîne du DPI vers une plateforme Fire, vers un EDS. Et on arrive à entraîner une IA avec les données. On arrive à faire de l'aide à la décision sur les données cliniques et on arrive à exporter le résumé européen d'un patient depuis ces données-là. Donc voilà, ça c'est le genre de cas d'usage. Une fois qu'on a standardisé les données et qu'on a une infrastructure solide, qu'on peut réaliser. On a le temps pour une dernière question. Si. Bonjour, merci pour la présentation. J'avais une petite question. Tout ce que vous avez développé, notamment sur la gestion de l'authentification, l'accès très compartimenté et jusqu'à des niveaux très fins d'accès, est-ce que ça, dans votre roadmap, vous avez, j'imagine que oui, ou vous avez commencé, est-ce que c'est des choses qui pourraient intéresser les discussions avec le DMP au niveau national, parce qu'ils n'ont peut-être pas les mêmes avancées, ou ils sont peut-être pas aussi fins que vous sur l'autorisation, et on sait que c'est une des bases de leur socle, hein, de dire la donnée de santé, c'est au patient, et donc c'est lui qui va déterminer aussi l'autorisation qu'il donne à tous les intervenants autour de son parcours. Qu'est-ce que ça, c'est des choses que vous avez déjà discutées avec eux au niveau national, et comment c'est prévu dans votre roadmap? C'est une très bonne question. Le problème principal qu'on rencontre avec ça, c'est que le développement de cette sécurisation de la donnée et justement cette granularité fine en termes d'accès, elle est possible uniquement que depuis la version 5 de Fire, puisque la ressource permission, en fait, elle est apparue dans cette version-là. Et donc, nous avons fait le choix de partir en R5 pour justement être au fait des dernières nouveautés et permettre cette sécurisation-là. Mais justement, le dossier médical partagé, etc., et la plupart des projets nationaux sont en release 4 actuellement. Donc en fait, ce n'est pas possible pour eux d'utiliser cette ressource-là. Il existe des moyens contournés de le faire, mais ce sera sûrement possible à l'avenir quand, par exemple, la release 6 sortira et que tout le monde se mettra d'accord sur la release 6. Et là, dans ce cas-là, oui, c'est fort possible. Alors, il y a un deuxième problème, c'est que mon espace santé, typiquement, nous, on utilise du Smart on Fire pour les connexions Fire. La CNAM a réinventé un standard basé sur OAuth 2, propriétaire de la CNAM, pour la connexion à mon espace santé. Donc, c'est-à-dire que ils ne peuvent pas non plus réutiliser ce genre de travaux parce qu'effectivement, ils ont réinventé un standard français. Voilà. Donc, la raison m'échappe un peu, mais voilà, le fait est qu'effectivement, une start-up qui fait du Smart on Fire ne pourra pas se connecter à mon espace santé, devra faire un connecteur spécifique. Je crois qu'on nous dit que le temps est terminé, mais n'hésitez pas à venir nous voir sur nos stands respectifs. T'as un stand, toi ? Non, mais n'hésitez pas. S'il y a globalement une conférence sur Fire, je serai là. Et sinon, je vadrouillerai quelque part. Il sera très certainement sur le stand Intersystem. On prend très soin de lui. Surtout à midi. Vous pourrez venir sur le stand Intersystem pour parler à Paul du CHU de Toulouse. Merci à tous. Très Merci. Merci.